Bien, bonjour à tous. C'est parti pour ce ZCL du 14 février 2023. Il fallait dire 1952. 52, c'était il y a quelques décennies. On va en parler tout à l'heure rapidement. Aujourd'hui, on va recevoir des gens intéressants. D'abord, le retour d'une personne qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Bien, bonjour, Diolo. Bien bonjour, ensemble, on manque les autres. Oui. Voilà, hein. Oula, bon. C'est pour la bonne cause. D'accord, c'est pour la bonne cause. Réjeanne Roubaix avec nous aussi, bonjour. Bonjour. Et bien sûr, le passage en Guadeloupe, toujours de passage, Dibom Barry Mbok, bonjour. Bonjour, merci. Écrivain et chercheur égyptologue, on en parlera tout à l'heure. Max Céleste aussi, membre du bureau politique de Combat-Ouvrier, sera avec nous, sera accompagné de Laura Duclos et de Aline Cyril, deux militantes de Combat-Ouvrier. Ensuite, on terminera avec nous, chroniqueuse du mardi, Cynthia Lefort, naturopathe, et Barbara Montpierre, qu'on verra dans un instant. Justement, Barbara Montpierre, vidéo. Ah, il faut déjà nous reconnaître. Oui, Barbara sera là dans un instant avec nous. Sinon, l'actualité, c'est le passage de Firmin Richard en Guadeloupe. Vous savez elle était au procès de son fils qui a écopé de 19 ans de prison pour un meurtre il y a 2 ans. L'appel se fera probablement, il en parlera. Semaine gratuite contrôle des phares. Ça a débuté un peu partout en Guadeloupe. Le chantier des travaux d'eau brute aussi à Moreau, c'était hier avec visite du président du conseil général. Les chiffres clés du tourisme avec Harry Chalus et Olivier Ramoutard. Harry Chalus, le président de la région Guadeloupe, et Olivier Ramoutard, qui est présidente de tourisme, de l'office de tourisme de proximité. On fera un petit peu le point sur cette manifestation qui est à peine terminée. On a donné beaucoup de chiffres sur le tourisme. Les choses semblent vouloir redémarrer. Mais sinon, aujourd'hui, c'est le 14 février. Pour certains, pour les jolis cœurs, c'est la Saint-Valentin. Mais pour beaucoup de Guadeloupéens, c'est autre chose, le 14 février, puisque le 14 février 1952, 4 Guadeloupéens étaient assassinés par les forces de l'ordre françaises, Marignan, Capitolin, Dernon et Faucon. Ces gens-là, on ne les oublie pas, puisque cet après-midi, LKP fait comme chaque année une manifestation pour remémorer aussi ces Guadeloupéens assassinés. Justement, c'était lors d'une grève dans le secteur de la Canne, dans la région du Nord-Grande-Terre, et au retour du Moule, des gens qui n'avaient strictement rien à voir avec des manifestations violentes ont été lâchement assassinés, bien évidemment. Les gens qui les ont assassinés n'ont jamais été jugés, comme c'est toujours dans un pays, on voit un pays colonisé. Bien, alors voilà, on va parler, je vous l'ai dit, de choses qui nous intéressent aussi, puisque Cap Excellence a envoyé sa responsable de réseau. Bonjour Madame Robin. Bonsoir, monsieur Zantronis. Vous êtes là pas par hasard? Je suis là pour une belle action, pour présenter une personne qui est très importante, à la personne de monsieur Dibom Barry, et pour faire aussi savoir que le réseau des bibliothèques de Cap Excellence fonctionne. Et voilà, c'est une belle proposition pour ce vendredi 17 février à la découverte d'une thématique qui intéresse et qui doit intéresser. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure que Julo est de retour au moins aujourd'hui, et l'école aussi quand même pas disparaître non plus. Alors, des nouvelles, on attend ça, c'est important. Eh bien, on voit que les graines semées depuis tantôt sont en train de germer, qu'il y a une véritable prise de conscience, une véritable volonté de réappropriation de notre patrimoine réel. Et donc, tous les travaux que nous faisons aujourd'hui concourent justement à rendre aux Guadeloupéens la dimension complète de leur histoire, en passant par les origines de nos traditions, l'origine de notre langue. Et c'est dans ce cadre-là que, avec le réseau des bibliothèques de Cap Excellence, l'école Fomboa-Ochikam, nous accueillons Dibom Barry Mbok, qui est, à mon sens, une pièce maîtresse dans la découverte de notre tradition, parce que ces travaux
concourt à nous faire sortir d'une Égypte fantasmée à bon ou mauvais compte, pour entrer vraiment de plein pied dans la réalité de cette civilisation et nous permettre de comprendre que nous avons vraiment quelque chose à voir avec cette civilisation et quelque chose de déterminant pour l'avenir, puisqu'on voit que le monde est un peu dans un grand bouleversement et qu'il y a des valeurs qui remontent à la surface et qui seront utiles pour demain. Alors, Djibo Mbari Mboko, bonjour au TEP, on vous dit. Bonjour. Merci, écrivain mais aussi chercheur et égyptologue. Avant même de revenir un petit peu sur vos dernières recherches et cette conférence que vous ferez ici, deux petits mots quand même sur un homme que vous avez connu, qui a disparu récemment. Absolument. C'est ça, je suis arrivé hier en Guadeloupe à 15h et tout de suite j'ai eu une conférence hier soir où j'ai évoqué justement la mémoire de Agnew Kalala Omotunde, qui était une Africaine Guadeloupe de qualité, qui a fait beaucoup dans l'œuvre de conscientisation relativement aux humanités classiques africaines. Et ça a été pour nous naturellement un choc que d'apprendre sa disparition prématurée, car elle était évidemment encore très jeune, il y avait encore beaucoup à apporter. Et personnellement, je le connaissais, on a cheminé. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer, j'imagine. Absolument, plusieurs fois, reprises, on a participé à plusieurs rencontres. Et c'est la première fois que je me rends en Guadeloupe sans avoir la possibilité d'aller le saluer, mais je me rendrai quand même sur son lieu de sépulture pour lui rendre un ultime hommage avant de quitter l'île. Voilà. Et j'ai souhaité que son œuvre aille dans les suites de la jeunesse qui, naturellement, était la première intéressée vis-à-vis de ces questions et qu'elle ne tombe pas dans l'oubli. J'espère que les Guadeloupéens sauront honorer sa mémoire à travers éventuellement des instituts, des écoles, comme on en a fait pour d'autres personnages, pour d'autres Guadeloupéens de qualité qui ont servi justement à l'éveil de conscience des populations guadeloupéennes. Tout à fait. Et de toute façon, son œuvre est encore là et on a vu d'ailleurs depuis sa disparition le nombre de vidéos qui ont circulé sur tous les réseaux. C'est preuve qu'il a marqué le paysage, j'ai envie de dire, de prise de conscience, d'éveil à la conscience, j'ai envie de dire, africaine, néo-africaine en Guadeloupe, et c'était nécessaire. Alors, pour revenir un petit peu à vous-même, on sait que vous n'arrêtez jamais vos recherches. Oui, absolument. Il y a toujours des choses qui émergent et qui arrivent. Alors, quoi de neuf en ce moment? Nous avons perfectionné certaines méthodologies relativement à la lecture analytique des caractères sacrés égyptiens, essentiellement pour présenter ce perfectionnement que je suis de passage en Guadeloupe ces jours-ci. Et naturellement, j'ai aussi beaucoup, développé, orienté mes recherches vers... pour illustrer en quelque sorte les relations que l'Égypte pharaonique entretient avec les peuples du Soudan occidental en général et les Mandingues en particulier, avec l'idée que naturellement les Guadeloupéens, pour une part essentielle, sont d'origine mandingue. Ça, c'est de par la génétique. C'est l'ADN qui dit ça. Voilà, voilà. C'est donc ils sont premièrement intéressés aussi de savoir un peu quelle était la pensée symbolique de leurs ancêtres sur des questions essentielles comme la question de l'âme. Nous en avons parlé hier. Je parlerai également de la notion de Dieu dans quelques jours et puis éventuellement aussi de la figure d'Isis pour voir comment, disons, ces figures imprègnent le monde soudanais en général et éventuellement peuvent persister dans les traditions guadeloupéennes d'aujourd'hui. Voir comment, par exemple, à travers le carnaval, puisque je suis également là pour y assister, eh bien, les choses peuvent être illustrées également. Voilà. Parce que on a eu l'occasion depuis 3-4 ans avec Diolo de faire ce travail sur la pensée symbolique. Voilà. Et beaucoup de gens ne savaient pas, et je le cache pas moi-même, les rapports qu'il y avait entre ce qui s'est passé il y a plus de 5000 ans avant l'ère chrétienne et notre pays, nos traditions. Alors, comment on établit ce lien de votre point de vue? Premièrement, linguistique, c'est-à-dire que la langue guadeloupéenne est encore le premier moyen, en fait, d'appréhender cette proximité culturelle qui existe et qui persiste entre, je dirais, la grande Égypte pharaonique avec ses héritiers, ses héritières sur le continent, mais également les populations qui ont été initialement déportées, qui aujourd'hui ont leur descendance dans la population guadeloupéenne. Donc la langue guadeloupéenne est un premier moyen d'illustrer, disons, cette culture partagée, d'une certaine façon. Ensuite viennent les traditions qui subsistent, quoiqu'elles ont été grandement combattues dans la période de la colonisation, ce genre de choses, mais enfin, il reste quand même des traces
de cette culture qui ne demande qu'à être réhabilitée d'une certaine façon, puisque nous sommes tous, dans une certaine mesure, en quête d'une forme de renaissance, en général pour le monde noir, mais également pour le peuple guadeloupéen, qui, de mon point de vue, gagnerait aussi à s'intéresser à ses origines culturelles, à cette spiritualité qui a servi cette grande civilisation qu'on appelle la civilisation égyptienne, qui est quand même, j'ai l'habitude de le rappeler, la plus brillante que le monde ait jamais connue. Et c'est là un phare, en quelque sorte, qui peut servir à une réhabilitation, une restauration, une certaine vision, une certaine manière d'être et manière de faire aussi dans le monde qui aujourd'hui est un peu à la croisée des chemins. Oui. Alors, Jean-Luc l'a souvent dit ici et répété, et on le sait, il y a eu beaucoup de tentatives, j'ai envie de dire, de masquage de ceux qui étaient les pharaons. On disait toujours les pharaons c'était des blancs, etc. Il n'y a jamais eu de pharaon noir. Au Soudan, il n'y a rien eu avant. Enfin bref, c'est toujours important de porter quelques petites précisions sur ces aspects-là. Absolument. Parce que le peuple guadeloupéen, d'une manière générale, n'a pas encore suffisamment conscience de cet aspect de notre histoire ancienne. Oui, c'est important de le noter, mais j'aime à rappeler qu'aujourd'hui, pour être bien honnête, la question n'est plus épidermique. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a quand même très largement dépassé ces questions liées à la couleur de peau. On insiste davantage, en fait, sur la culture, parce qu'on a bien conscience que la culture n'est pas déterminée par la couleur de peau des gens. Il y a des personnes qui sont passionnées par la question des races, entre guillemets. Bon, nous, réellement, c'est pas ce qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe davantage, c'est premièrement de rendre justice à cette civilisation égyptienne. Et effectivement, dans ses fondations, dans son déploiement, dans son écriture, elle est absolument subsaharienne. J'aurais pu dire africaine, mais le thème africain, c'est un thème que je récuse pour des questions intellectuelles, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc, j'aime mieux dire kémite, parce qu'on comprend au moins, du point de vue historique, à quoi cela peut renvoyer. Mais, d'une manière générale, effectivement, la civilisation égyptienne est une civilisation qui a été fondée par des populations absolument noires. On le sait d'après la culture, essentiellement. Et il y a pu y avoir des pharaons. Parce que dans l'absolu, ça ne gênerait pas. Enfin, moi, ça ne me dérange pas d'imaginer quelques pharaons blancs. Parce que si c'est réellement cela, la préoccupation de certains, ok. Mais le fait est essentiellement culturel. Quand on parle de la culture, à ce moment-là, on comprend que c'est une culture, c'est un paradigme subsaharien qui a nourri cette civilisation et qui a produit ces œuvres, en fait, qui nous intéressent. C'est-à-dire cette civilisation qui, par ses productions, les pyramides, l'écriture, la médecine, la géométrie, etc. C'est ça qui nous intéresse fondamentalement. Donc, ce n'est pas tout à fait au niveau de l'épiderme que nous nous situons aujourd'hui. Et il faut clairement dépasser cela, car ce fut le combat. Mais oui, mais il y a quand même beaucoup de racisme. Les germes du racisme partent aussi de là. Hein, absolument, absolument. Mais on ne va pas aller sur on ne va pas focaliser sur là-dessus, d'accord. Parce que ils comprendront par eux-mêmes que leur propre ville ne sert que... il faut dépasser en fait ce discours racialiste qui nous emprisonne en quelque sorte et aller vers une forme d'universalisme qui consiste à rappeler que la civilisation égyptienne a une descendance en Europe occidentale. Mondiale. Voilà, mondiale. Universelle. Mais avec ceci qu'il faut quand même restaurer la vérité historique qui consiste à dire que ce sont les Noirs africains qui ont fondé cette civilisation et il faut savoir rendre finalement à ceux-là ce mérite. C'est essentiellement ce que nous disons. Même dire quelquefois qu'il n'y a eu qu'une seule race à l'origine. Voilà. C'est donc, tout à fait cela, parce que l'humanité est née effectivement homogène et noire en Afrique subsaharienne. Alors, je disais, et Jean-Luc le dit souvent ici, la question de la pensée symbolique. J'aurais bien aimé, pour les gens qui nous écoutent, qu'on comprenne un peu, en quelques mots, comment aujourd'hui dans notre langue guadeloupéenne, cette pensée symbolique a permis justement une transmission de ce qui vient de l'époque égyptienne et pharaonique. Alors, moi, je le perçois essentiellement à travers les traditions. Par exemple, le goka, par exemple, on dit le carnaval, par exemple. Parce que c'est ce que moi, parce que ma connaissance de la langue guadeloupéenne est médiocre, je dois l'avouer. C'est-à-dire que j'aimerais bien... On va parler, mais on va comprendre. J'aimerais bien la maîtriser parce que j'ai un intérêt premier pour ces questions. Mes séjours ne sont pas suffisamment longs pour, en fait... Je ne peux pas prétendre que vraiment j'ai la maîtrise de la chose. Mais enfin, il y a quand même l'observation du chercheur quant aux traditions. Je fréquente des Guadeloupéens qui ont des préoccupations spécifiques et à travers les discussions que nous avons, eh bien, nous comprenons que, en fait, nous formons une seule et même famille et qu'il est question réellement de restaurer ce lien à travers le travail que nous pourrons conduire. Mais je suis sûr que, il va compléter. Justement, je me tourne vers Jean-Luc, justement, je repose la question, la pensée symbolique. Bon, on en parle, c'est une théorie qu'on a développée ici depuis des années et qui commence à entrer
entrer progressivement dans notre société. Mais le lien, si on peut parler comme ça, entre cette pensée symbolique qui sert de transmission à notre langue guadeloupéenne par rapport à ce qui s'est passé il y a 5-6 000 ans, on trouve encore des traces, justement. Absolument. C'est ça qui est important. Absolument. Alors, on va faire de façon assez synthétique. Qu'est-ce que la pensée symbolique? C'est la vision que l'humanité première, celle qui est apparue dans la région des Grands Lacs, c'est sa façon de s'approprier son environnement et de traduire cet environnement en mots, en phrases, et construire une pensée, et donc exprimer son approche de la science, de la philosophie et des techniques. Et donc, en fait, l'homme ne naît pas avec la parole, c'est un apprentissage. La langue, c'est un apprentissage, mais il traduit tous les sons qu'il perçoit dans la nature, au niveau des arbres, les animaux, enfin, tous les phénomènes qui l'environnent. Il traduit ceci en mots. Au début, l'homme, il ne parle qu'à partir de 10 premiers sons. Ça, c'est les travaux de Jean-Claude Boly, hein, qu'on a eu en interview ici. Et ces 10 premiers sons, eh bien, chaque son est polysémique, il a plusieurs sens. Ce qui fait la différence entre les différents sens, ce sont les tonalités qui sont données, les intonations données à un même son qui permettent de différencier un peu le sens. C'est comme quand je dis « en ». Vous voyez, ça nous est resté. Et depuis l'époque préhistorique, avant même l'apparition de l'Égyptien ancien, il y a des choses, des phénomènes qui sont apparus quand les mots commencent à se construire et qui demeurent encore. Par exemple, en français, on met le déterminant et ensuite on met la chose déterminée, la maison. Oui. Mais depuis la haute préhistoire, on s'aperçoit, en reconstruisant la langue, que on met d'abord la chose déterminée et ensuite le déterminant. Et c'est exactement ce qu'on fait ici. Case là, studio là, animateur là, journaliste là, voilà. Et donc ça, ce sont des caractères qui sont apparus très très tôt. Et ensuite, on s'aperçoit que toutes nos onomatopées, en fait, ne sont pas de simples sons. Ce sont des verbes et des verbes très très anciens. On s'aperçoit aussi qu'il y a un mode spécial que nous avons développé de duplication, en fait, de différents sons de la préhistoire et qui font partie de notre quotidien. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a énormément de phrases dans notre langue qui ne mobilisent pas un seul mot de français. Hein. Oui. Voilà, on a des phrases où on ne mobilise aucun mot de français. Donc, quelle est cette langue qui est soi-disant d'origine européenne, d'origine française, mais où on peut s'exprimer sans jamais mobiliser un mot de français? C'est simplement par habitude, par commodité, le fait qu'on ait été à l'école, le fait aussi qu'on soit confronté à des médias qui ne s'expriment qu'en français, que petit à petit, nos mots fondamentaux, ancestraux, ont tendance à s'incliner vis-à-vis, voilà. Mais, pour terminer, tous les peuples sérieux s'enquièrent de l'origine réelle de leur langue. Et il y a une seule méthode qui permet de déterminer véritablement l'origine d'une langue, c'est la méthode comparative historique. Elle dit que pour pouvoir atteindre l'origine vraiment d'une langue, il faut enlever tous les mots d'emprunt. Les mots d'emprunt, c'est d'abord les mots français. Et c'est avec ce qui reste. Alors, généralement, ça tourne aux alentours de 12%, mais nous avons la chance d'avoir beaucoup plus que ça. Et sur cette base-là, on s'aperçoit, en fait, que nous appartenons à un rameau de langues issues de la haute préhistoire, où on peut mettre l'égyptien ancien, le copte, le haoussa. Et nous sommes quasiment 4 langues, à ma connaissance, qui fonctionnent sur ce modèle-là. Le Wolof, même, c'est un peu différencié parce que quand on voit la série des pronoms personnels, eh bien, on s'aperçoit que le Wolof ne peut pas être l'origine de notre langue. Pourquoi? Parce qu'en chemin, il a perdu certains pronoms que nous avons conservés. C'est manifeste en Guyane, c'est manifeste en Haïti, c'est manifeste aussi chez nous. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a eu dans le travail des créolistes, il y a eu des pronoms qui ont été oubliés et qui témoignent de notre origine mandingue. Par exemple, la première personne du singulier, la première personne du pluriel, eh bien, il y a des pronoms. Hein. Quand on dit « en nous, allez », en nous, c'est un pronom. Oui. Voilà.
Quand on dit en aller, Ouais. c'est un pronom, mais ça c'est mandingue. Il y a une correspondance parfaite avec le bambara, par exemple. Alors, juste une petite précision supplémentaire, c'est que même dans certaines langues occidentales, aujourd'hui, on retrouve des traces venues de cette époque-là. Oui, mais j'ai tendance à En dire... anglais, par exemple. Voilà. J'ai tendance à dire que, à mon sens, la langue anglaise, c'est l'une des langues qui a conservé le plus de marqueurs africains. Tout à fait. Oui, ça se voit sur les formes, ce qu'on appelle les formes Nisbé, tout ça. On ne sait pas trop classer hein, dans les analyses que font certains linguistes. Ils ne savent pas trop comment classer ça, mais en fait, il faut faire la correspondance avec les langues africaines et le sens apparaît de façon manifeste. Alors, oui, Jeanne, cette conférence se fera dans votre réseau. Alors effectivement, donc le réseau des bibliothèques en partenariat avec la médiathèque Félix Proto, puisque c'est la communauté d'agglomération, il ne faut pas oublier. Donc en partenariat avec la médiathèque Félix Proto, les éditions Ecola et aussi Coecola et aussi l'école Fonbois Osicam qui propose tout un programme autour de Monsieur Dibombari Bok. D'ailleurs, depuis hier soir, il y a eu la première conférence, la première rencontre. Et mercredi soir, il y aura une deuxième rencontre au Centre culturel Gérard Loquel à Bemao. Et vendredi 17 février, donc ce sera au Palais de la Culture Félix Proto avec Monsieur Dibombari Bok et ainsi que tout le public qui est désireux de connaître en fait qui est Isis, cette mère de tous les êtres. Et le séminaire qui va suivre, eh bien, il se fera bien sûr sur inscription. Donc, les auditeurs voient le numéro à contacter en ligne. 90 20 76 16. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Juste un mot, Dibombari, avant de se quitter. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est toujours bon d'en reparler. Pendant cette période-là, notre carnaval, il vient de quel char? De quel char? De quel char? Char. Oui. De quel char? De quel char? Le carnaval. Le carnaval. Le carnaval. Le carnaval. Non, moi je suis pas dans l'étymologie, moi j'observe les faits de culture. C'est-à-dire que oui, du point de vue de l'étymologie, on peut retracer ça avec le latin, etc. Mais non, moi ce qui m'intéresse au fond, c'est l'intérêt et la survivance de le symbolique aussi. Voilà, et on sait que c'est un événement, disons un rassemblement qui a essentiellement trait à la purification, qui est d'ailleurs le temps de février, parce que étymologiquement le mot février signifie purification. Voilà, donc c'est plutôt cet aspect moi qui m'intéresse et moins l'étymologie, car par l'étymologie on peut encore brouiller quelques pistes et se dire que c'est peut-être par l'Italie, par l'Espagne que la chose est. C'est ce qui est habituellement, c'est ce qui voilà. On avait présenté ici comme étant une création européenne importée pendant la période. Mais parfois ils interrogent même, ils questionnent même la Mésopotamie alors que la solution est sous nos yeux. Hein. Oui, le premier char, c'est la barque d'Isis dans laquelle elle part à la recherche des différentes parties du corps de son époux. C'est de là que ça part. Oui. Et c'est tout ce cheminement-là qu'aujourd'hui on traduit dans le terme déboulé. Oui. Quand on passe de ville en ville, en fait, on ne s'en aperçoit pas, mais on refait le chemin d'Isis. C'est comme à Pâques plus tard, quand on envoie les enfants chercher les œufs de Pâques dans le jardin et tout. C'est la même symbolique. Oui. Et on pourrait en dire autant pour Noël, mais enfin, on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, on vous remercie tous les trois d'être venus. Alors, on rappelle donc le premier rendez-vous, c'était hier soir. Il y en a un le 13. Il y en a un demain soir, 15 février. Oui. Alors, Centre culturel Gérard Loquel à Bemao. Et vendredi 17 février, Palais de la Culture Félix Proto. Voilà. À 18h30, il faut préciser à 18h30. Et pour le séminaire, c'est 18h. Oui. C'est au centre IFAMOD, mais il faut appeler 06 90 20 67 16. Vous laissez un message en WhatsApp avec vos coordonnées. D'accord. Voilà. Et Jolo, on vous revoit quand? Dès que le deuxième tome de Wuchikam me donnera l'autorisation de prendre la parole. Le temps qu'il faut, d'accord. Voilà, il est pratiquement 13h02. Oui. On prend la première, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de ce ZCL News. Et puis, on va recevoir, je vous l'ai dit, Max Céleste, Laura Duclos, Aline Cyril, tout de suite. Voilà, nous sommes revenus sur le plateau du ZCL News. Nous allons recevoir dans un instant Laura Duclos. Bonjour. Bonjour.
et Aline Cyril, bonjour. Oui, bonjour. Aline Cyril est membre de Combat ouvrier, militant, et Laura Duclos est membre du journal Rebelle. Ok, on en parle dans un instant. On revient à l'actualité. Passage de Firmin Richard en Guadeloupe après le procès de son fils, que vous savez, qui a été condamné à 19 ans de prison. Reportage, on voit tout de suite ce qu'elle raconte. Je ne sais même pas si j'ai envie de revenir sur le procès de mon fils. Le procès de mon fils s'est terminé effectivement vendredi 10, et avec la sentence que tout le monde connaît, donc je n'ai même pas envie d'en parler. Et puis le samedi 11, j'ai pris l'avion parce que je venais enregistrer l'émission de Jordan, le Presque Late Show. Donc je suis venue. J'ai enregistré l'émission hier et je repars ce soir. Je pense que Dieu a voulu effectivement que je vienne chercher l'énergie de mon pays après avoir vécu une semaine très éprouvante du 6 au 10 février. Donc voilà, je suis arrivée. J'ai pris toute l'énergie que le ciel pouvait me faire tomber sur moi. Je me suis lavée, j'ai enlevé aussi, effectivement les fluides qui devaient partir aussi à la mer. Et je repars. Et je repars reboosté. Et mon fils il avait déjà dit que de toute façon qu'il acceptait la condamnation qu'il pourrait avoir. Il a accepté sa condamnation. Il ne fera pas appel. Mon fils va reprendre ses études. Voilà, là où il les a laissées. J'ai beaucoup d'actualités parce que j'ai des films que j'ai fait l'année dernière qui vont sortir cette année. Il y a un film que j'ai accompagné le mois dernier à l'Alpe d'Huez, qui était en compétition, qui s'appelle La plus belle pour aller danser, le premier film de Victoria Bedos, qui va sortir là au mois d'avril. J'ai une série que j'ai faite aussi l'année dernière et qui va être dans un festival qui s'appelle Sérimania à Lille, où je fais un commandant de gendarmerie. Donc ça va sortir aussi bientôt. Et puis, Kev Adams l'a dit, il y a la suite de la première de la maison de retraite qui se prépare de mi-avril à fin juin. Donc, juste là. Et mon agent m'a fait savoir aussi dernièrement que je dois aussi participer à Tropique criminel à Martinique. Ça, c'est tout nouveau. On vient de me l'annoncer que voilà, je fais un guest dessus. Donc voilà, il y a du boulot qui arrive. Dieu est grand. Il y a de mauvaises choses, mais de bonnes choses aussi qui arrivent. La vie continue, je vais travailler. Voilà, Firmin Richard qui est venu se rebooster à la mer et à la plage. Alors justement, on va parler de tourisme, puisque ce matin, il y avait une grosse opération sur le tourisme guadeloupéen, sa situation depuis la crise Covid, depuis le confinement, le déconfinement, et l'occasion de faire le point avec le président de région, Harry Chalus, au micro d'Olivier Félix. On regarde. Qui est dire unique, on ne le fait pas tous les ans. C'est une étude qui a été faite en partenariat avec la région et qui permet d'évaluer la part des emplois qui sont liés à l'activité touristique en Guadeloupe. Cette étude permet de dire qu'en 2019, en Guadeloupe, près de 8000 emplois sont liés à l'activité touristique. Ça veut dire, en pourcentage, c'est 8,4% de l'emploi total du secteur marchand. En moyenne nationale, on est à 6%. Si on regarde par rapport au nombre d'habitants, on fait un ratio par le nombre d'habitants, il y a 21 emplois qui sont liés au tourisme, qui sont créés pour 1000 habitants présents en Guadeloupe. On voit un petit peu ce que représente le secteur, donc qui est un secteur porteur, porteur d'emploi, porteur de valeur ajoutée sur le territoire. Donc c'était important pour nous, acteurs, nous en tout cas, moi, ce que je représente, la Fédération du tourisme de proximité, qui est donc une filière très importante sur le territoire, fallait être présent pour qu'on puisse voir justement ce que représente notre secteur. Je l'ai toujours dit, on était justement le secteur qui répondait justement à cette crise sanitaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que le visiteur avait son autonomie dans son hébergement. Il n'y avait pas d'espace commun qu'il fallait éviter à l'époque. Et donc, en fait, le produit touristique gîte correspondait parfaitement à cette problématique. Très positif pour la Guadeloupe, nous l'avions dit, parce que nous avons entendu tellement de choses concernant l'intérêt de la route du Rhum. Et vous voyez déjà que juste sur les meublés de touristes aujourd'hui, on a des retombées économiques à plus de 8 millions d'euros que les meublés de touristes, les restaurants, les hôtels, les taxis ne sont pas là.
Ensuite, là-dessus, nous avons une augmentation du nombre de réservations en matière d'hôtellerie en Guadeloupe. À l'époque, c'était sur 6 mois. Maintenant, en 15 jours, nous avons beaucoup de demandes, beaucoup de réservations. Donc, nous avons mis en place l'observatoire de la région avec l'INSEE qui ont fait un très gros travail aujourd'hui et qui explique comment aujourd'hui nous avons une augmentation en matière d'emploi dans le secteur touristique. Donc voilà, nous avions en 2000, quand nous sommes arrivés, une stratégie d'1 million de 2 millions de touristes pour 1 millier d'emplois et 1 milliard de chiffre d'affaires. En 2019, on oublie que nous avions une belle croissance de 4% et moins 6% de chômage. Et bien aujourd'hui, après les 2 années de Covid, nous repartons de plus belle. La région investit énormément. Vous avez vu plus de 30 millions d'euros des fonds européens, des fonds régionaux pour pouvoir accompagner le secteur touristique. Beaucoup de Guadeloupéens aujourd'hui créent leurs entreprises par des gîtes sur toute la Guadeloupe et c'est ce que nous voulons permettre effectivement ce développement touristique. Mais ce qui est important, il ne faut pas penser que le tourisme, c'est celui qui descend de l'avion, qui rentre à l'hôtel et qui paie son séjour. L'agriculture fonctionne, les taxis fonctionnent, la restauration, les petits lolos de la Guadeloupe fonctionnent, tout le monde s'en sort. Donc voilà, nous sommes une île à 7000 km. Il faut effectivement que dans cette activité touristique, nous puissions permettre aux Guadeloupéens, dans la plupart de leur création d'entreprise, de pouvoir s'en sortir et travailler, mais surtout créer de la richesse et de l'emploi. Voilà, il fallait que ce soit dit. Peut-être l'interview du préfet, puisque depuis hier, les négociations ont commencé à la préfecture autour de la crise EDF archipel Guadeloupe, puisque depuis déjà 2 mois, ces salariés sont en grève et réclament l'application du droit de travail. Il y avait une première réaction du préfet, une seconde. Je partage l'exaspération de la population parce que ça touche beaucoup de gens et ça touche surtout les plus vulnérables d'entre nous. Maintenant, il faut effectivement que les choses rentrent dans l'ordre. Alors, il y a des discussions qui se sont engagées depuis maintenant presque 3 semaines. Il y a sur la table un accord, c'est un bon accord. Toutes les parties ont fait des efforts. Il y a des améliorations sur les salaires et des améliorations sur les conditions de travail. Donc je pense que maintenant, on a matière effectivement à ce que ce mouvement s'arrête. La préfecture et les équipes de la préfecture, on a travaillé avec les partenaires pour effectivement comme médiateurs pour échanger avec tout le monde. Voilà. Donc maintenant, ma recommandation, mon souhait, ma demande, c'est que voilà, on se retrouve autour de la table pour signer cet accord. Voilà, l'accord il est finalisé. C'est un bon accord et maintenant il faut qu'on pense à nos concitoyens en Guadeloupe. Voilà, les gens sont légitimement exaspérés par cette situation. Je pense qu'il faut maintenant qu'on revienne à un fonctionnement normal. Les choses ont trop duré et il faut le reconnaître. Voilà, donc j'invite effectivement les partenaires concernés. Nous on a été en médiation dans cette affaire. J'invite les partenaires concernés à signer cet accord qui est un bon accord et à ce que la grève actuelle cesse. Et c'est mon souhait le plus vif et c'est ma demande. Et je vous remercie de m'entendre. Alors voilà, il faut dire que les négociations ont recommencé hier. Finalement, le bon accord n'est pas si bon que ça, puisque au jour d'aujourd'hui, après une deuxième journée de négociations, rien n'a encore été véritablement acté. On attend donc la suite des événements. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors justement, on reçoit Aline Cyril, militante de Combat Ouvrier. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement de l'IDF ? Eh bien, nous, à Combat Ouvrier, nous soutenons à 100% la grève des travailleurs d'EDF parce qu'ils réclament, ils sont dans leurs droits. Ça fait des années qu'on a une direction qui vole les travailleurs, qui vole les intérimaires et qui, en plus, impose des conditions de travail inadmissibles au sein de l'entreprise et qui ne respecte pas le code du travail. Il faut savoir que EDF PEI, c'est quand même une société, enfin on va dire, à majorité, c'est l'État, enfin 90% de l'entreprise, c'est l'État, voilà, l'État est actionnaire de cette entreprise. Donc ça veut dire qu'en réalité, l'État est complice. Pour moi, j'estime que la direction d'EDF, ce sont des délinquants et que l'État, en fait, cautionne cette délinquance. Parce que si nous, en tant que citoyens lambda, on ne respecte pas le code de la route ou on ne respecte pas, je ne sais pas moi, telle ou telle loi, on est immédiatement sanctionné. Tous les travailleurs, les gens de la population pauvre savent qu'on est tout de suite sanctionné. Et quand ce sont des dirigeants capitalistes, eux, on a l'impression qu'ils fonctionnent en toute impunité.
ils peuvent déroger aux lois, ils peuvent ne pas respecter des décisions de justice. En fait, ils font ce qu'ils veulent, avec bien sûr la complicité de l'État. Bien. Alors, Laure Duclos, vous êtes militante du journal Rebelle. Oui. On a vu pour la grève en ce qui concerne les retraites que beaucoup de jeunes se sont mobilisés. Alors, je ne sais pas si Rebelle s'est mobilisé aussi sur cette question. Si, bien sûr. Oui. Oui, on s'est mobilisé contre la réforme des retraites suite aux différents appels à la mobilisation. Et on a soutenu les lycéens, effectivement, qui sont rentrés dans la mobilisation en faisant grève le 19, le 31 et même plusieurs jours après ça. Et on trouve que c'est une bonne chose, qu'ils ont totalement raison. Même si la retraite, ça paraît loin pour eux, en fait, ils ont bien conscience que c'est une attaque du gouvernement contre les conditions de travail, contre les conditions de vie, et qu'il faut riposter dès maintenant, qu'il ne faut pas laisser passer ça. Alors, vous êtes là aussi parce qu'il y a quelque temps, plus de 2 ans, je crois, une jeune étudiante qui avait été accusée de façon injuste, semble-t-il, d'avoir eu à l'examen un comportement, entre guillemets, inconvenant, illégal, et finalement, le combat, vous l'avez gagné. Oui, bah justement, on parlait de sanctions tout à l'heure. Oui. Et donc, c'est Wendy, donc c'est une étudiante en fin 2018 qui a été condamnée lourdement par l'Université des Antilles avec 5 ans d'interdiction de s'inscrire dans tout enseignement supérieur. Et du coup, récemment, Wendy a été relaxée par la justice, par le Conseil national de l'enseignement supérieur. Oui. Et c'est un long procès, ça montre. Dire, ouais, c'est oui, c'est ça. La justice prend son temps, effectivement. Mais Wendy, elle s'est battue jusqu'au bout et elle a eu raison parce qu'elle a dénoncé des dysfonctionnements à l'université qui existent depuis longtemps et qui existent toujours d'ailleurs. Et l'université a cherché à la faire taire quand elle a rendu public ces problèmes-là et notamment plusieurs problèmes qu'elle a eu donc personnellement. Voilà, on a voulu lui faire payer. Et là, la justice a fait son travail, elle a été relaxée. Alors, est-ce que Wendy pourra désormais se réinscrire à l'université? Oui, si elle le souhaite, elle peut se réinscrire. Je crois qu'elle n'est pas en Guadeloupe en ce moment. Non, elle n'est pas en Guadeloupe. Mais elle a abandonné les études ou elle va recommencer? C'est-à-dire qu'actuellement, elle ne fait plus d'études, mais elle peut recommencer. Après, ce sera son choix. Son choix personnel. Oui, alors, voilà. dites-nous quand même 2 petits mots sur le journal Rebelle. Alors... Il s'appelle Rebelle, on comprend pourquoi. Oui. Et c'est un journal qui s'adresse aux jeunes lycéens, étudiants, aux jeunes en général. C'est un journal qui s'adresse aux jeunes en général. Un journal qu'on peut dire contestataire, en fait, par rapport aux injustices, aux problèmes. Tous les jeunes qui sont révoltés, en fait, par ça, par cette société, on propose de s'organiser, de se mobiliser, de faire des choses justement pour ne pas laisser passer tout ça, quoi. Oui. Et il paraît tous les mois, c'est ça? Oui, alors il y a un journal qui paraît normalement tous les mois. Oui. Donc on peut s'organiser autour de ce journal. Mais sinon, après, on organise d'autres choses. On participe à des mobilisations, on organise des événements, des débats, des choses comme ça. Oui. On ouvre la discussion, on se mobilise, quoi. Par exemple, on était mobilisés cette semaine pour soutenir les grévistes d'EDF. L'EDF, on le sait. Alors, je reviens vers Madame Cyril. Et donc, en dehors de ce mouvement, c'est des grévistes de l'EDF, il y a d'autres mouvements que soutient le combat ouvrier en général. Je parlais dans la banane où il y a des problèmes particuliers. La mobilisation continue, toujours combat ouvrier raide au marteau, comme on dit. Oui, nous sommes toujours présents. Donc, pour montrer en fait que la justice en fait n'est pas du côté des travailleurs et du côté des gros béquets capitalistes, on a l'exemple justement des ouvriers de la banane où pendant des années le patron leur a volé, donc ils se sont retrouvés avec des salaires moindres. Et donc, il y a une décision de justice qui était favorable justement aux travailleurs et qui demandait au patron de rembourser justement les sommes qui ont été volées. Et les travailleurs sont obligés maintenant de se battre pour faire appliquer cette décision de justice. Donc, je parle de la plantation et Savoie debout. Donc, les ouvriers de la banane, ils sont mobilisés pour que la décision de justice puisse être appliquée. Et puis, on fait partie aussi du collectif des organisations
nous soutenons les travailleurs de la santé qui sont suspendus. Oui. Donc voilà un exemple où, quand il s'agit de lois défavorables aux travailleurs, on n'hésite pas à l'appliquer. Hein. Donc c'est la loi du 5 août qui suspend les travailleurs qui n'ont pas été vaccinés. Donc là, il n'y a pas de souci, la loi s'applique et ceux qui ne la respectent pas, ils sont sanctionnés. Et nous soutenons aussi tous les travailleurs qui sont mobilisés contre la réforme des retraites. Donc nous avons participé aux différentes mobilisations. Donc nous étions avec les autres syndicats, les autres organisations, puisque on voit bien que le gouvernement, avec bien sûr la grande bourgeoisie, ils sont à l'attaque en fait. Ils attaquent de plus en plus les travailleurs. Et donc, nous, on dit aux travailleurs qu'il faut qu'ils se préparent, qu'il faut qu'ils s'organisent, qu'il faut qu'ils organisent des assemblées générales dans les entreprises, qu'ils discutent de leurs problèmes. Il y a aussi le problème de l'augmentation des prix, aussi, avec la guerre en Ukraine. Donc, on voit que les prix flambent. Et il y a aussi le problème du chlordécone, enfin, le problème de l'eau. On pense que tout ça, voilà, on pense que tout ça, c'est lié en fait à la société capitaliste dans laquelle on est actuellement. C'est une société qui préfère donner raison en fait aux capitalistes pour qu'ils puissent continuer à faire leur profit au détriment de la santé de la population. Alors, vous savez qu'on est le 14 février aujourd'hui. Oui. C'est pour vous, c'est quoi le 14 février en Guadeloupe? Pour moi, aujourd'hui, c'est une commémoration, puisqu'il y a eu des luttes de travailleurs de la canne. Et donc, justement, le 14 février 1952 à Moule, il y a eu un massacre. 14 personnes ont été tuées, justement, dans le cadre... 4 personnes. Oui, 4, excusez-moi, j'ai dit 14. Oui, 4 personnes ont été tuées. Et donc, nous, on a prévu de rejoindre le rendez-vous de ce soir, à 19h, à Moule, pour participer à cette commémoration. D'accord. Je retourne vers Laura Duclos, qui a un nom très historique. J'ai connu quelqu'un qui s'appelait le même nom, mais enfin, c'était en France, qui était le membre du Parti communiste. Alors, on dit généralement que les jeunes ne sont pas tellement mobilisés, ne se mobilisent pas. Est-ce que c'est votre sentiment, Robert? Ils ne sont pas très politisés, qui s'intéressent plus à la musique qu'à la mobilisation politique ou syndicale? Alors, c'est-à-dire que comme parmi les travailleurs dans la population, par rapport à tous les problèmes qu'il y a actuellement, effectivement, on peut se dire que les jeunes ne sont pas très mobilisés. Mais ceci dit, il y a toujours une partie des jeunes qui est révoltée et qui est... Preuve, oui. Ouais, la preuve, oui. Avec le mouvement contre les retraites. Et je sais par exemple, c'est pas ici, mais qu'en France, il y a des étudiants qui ont bloqué leur université, à Rennes, ils ont bloqué l'université. Qui ont fait des assemblées générales, beaucoup de lycées ont participé. Ici, c'est 14 lycées qui ont participé à la mobilisation le 7 février. Donc non, il y a toujours de la réaction chez les jeunes, mais effectivement, parfois, c'est un peu une situation de calme, presque de démoralisation. Oui. Quand je vois tous les problèmes qu'il y a à l'université, par exemple... Les jeunes sont trop gentils ici? Moi, je trouve qu'il y a toujours eu de la contestation chez les jeunes ici. Oui. Il y a des petits moments où c'est calme, mais je dirais pas qu'ils sont trop gentils. Oui, il faut, c'est sûr, là, il faut s'engager, il faut se mobiliser actuellement par rapport à tous les problèmes sur l'eau, sur le chlordécone, même pour soutenir les soignants suspendus, contre la retraite, pour soutenir les travailleurs là en grève. Mais contre la suppression des postes aussi d'enseignants. Ah oui, non ça c'est sûr, effectivement. Ça concerne directement les jeunes aussi. Oui, ça dans concerne. Les lycées, parce qu'on a vu dans le collège de Trois-Rivières, au collège de Douville. Les enseignants et les étudiants étaient mobilisés, à Cancun aussi. Là, actuellement, il y a dans les collèges, on retrouve des classes d'une trentaine d'élèves. Dans les lycées, c'est pareil. N'importe quel enseignant pourra dire que c'est pas normal, c'est pas des conditions. Et même les jeunes, ils s'en rendent compte. Qu'ils n'arrivent pas à travailler dans de bonnes conditions comme ça. Et il manque des moyens. Je vois, il y a certains, par exemple...
certains établissements où il n'y a aucune infrastructure sportive, par exemple, aux alentours, qu'ils peuvent utiliser correctement. Il manque des profs. Il y a certains étudiants en terminale qui nous ont raconté que 2 mois ou 1 mois et demi avant les épreuves qu'il va y avoir en mars, finalement, ils ont des professeurs absents pour leur spécialité où ils vont avoir un examen. Donc, effectivement, il manque des moyens, il manque des professeurs et ça impacte les jeunes. C'est une raison de se mobiliser. Mais justement, les jeunes qui se sont mis en grève là, récemment, ils ont dénoncé ça. Oui. Il y a plusieurs établissements où il y avait des revendications propres aux élèves. Ils ont dénoncé ça. Je sais que par exemple, le lycée agricole, ils ont aussi dénoncé le manque de matériel qui leur empêche de passer correctement leurs examens, des mauvaises conditions. Voilà. Donc, Rebelle a dû encore du travail. Ah oui. Et les jeunes en général. En général, et je pense qu'un combat ouvrier, c'est pareil. La mobilisation, vous continuez à travailler pour mobiliser les ouvriers, les paysans. Oui, nous continuons. Nous sommes... nous avons toujours été du côté des plus faibles, des exploités. Des plus pauvres. Et donc, des plus pauvres. Et donc, nous continuons sur cette voie. Dernière chose, je pose aux deux la même question. Le fait que ce soit 2 femmes qui représentent le combat ouvrier rebelle aujourd'hui, ça veut dire que les femmes sont plus debout. Je pense que c'est de plus en plus le cas, puisque la preuve, on ne l'a pas dit, mais dans la mobilisation au niveau des lycéens, c'était surtout des lycéennes qui étaient en tête. Oui, c'était des lycéennes qui étaient en tête des manifestations, de la mobilisation, et c'est elles pratiquement qui dirigent le mouvement. Bien. Oui. On remarque bien, ici, combat ouvrier rebelle, c'était... donc, vous savez... je ne vais pas dire ça, mais... comment il s'appelle il représente souvent Rebelle, je ne le vois pas souvent. Il était à Bainbridge, pas à Bainbridge, il était à l'université. Il est venu souvent ici. Raphaël. Il faut parler de Raphaël. Oui. Raphaël, oui. Qu'est-ce qu'il est devenu? Là, on ne sait pas trop, en fait, on ne sait pas. Il a disparu. Bon, voilà. Bien, voilà. En tout cas, on vous remercie d'être venu. Il est 13h30, on prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec Cynthia Lefort et Barbara Montpierre qui seront en direct, qui pourra répondre à vos questions. Restez avec nous, pas débrancher. À tout de suite. Voilà, nous sommes dans la dernière partie du ZCL News. On va recevoir dans un instant Cynthia Lefort. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tout le monde. Et aussi Barbara, bonjour. Bonjour Danick, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là tout à l'heure pour poser des questions en direct à Barbara sur les relations toxiques. Et avec Cynthia, on va parler de quoi aujourd'hui? De la crème de rose porcelaine et du lait de rose porcelaine. Voilà, on va parler de rose porcelaine. Rapidement, on fait un retour sur l'actualité. La semaine gratuite pour le contrôle des phares. C'est important quand vous voulez le soir, que vos phares soient en bon état. On peut les vérifier très facilement. Regardez ce reportage avec Félix. Donc nous entamons une belle semaine de propositions pour les usagers, pour les automobilistes, de venir contrôler gratuitement leurs phares et de procéder à leur réglage si besoin. Les personnes visées, ce sont principalement bien sûr les automobilistes, les motards, tous ceux qui prennent la route. Moi je veux juste rappeler qu'il y a eu 65 tués il y a 2 ans en Guadeloupe, 49 l'année dernière, nous en sommes déjà à 7. Toutes les actions qui permettent d'améliorer la sécurité sur les axes sont les bienvenues. Et aux premières des sécurités, c'est de partir avec un véhicule ou une moto avec laquelle on est visible et avec laquelle on voit. Bon, les phares, il y a plusieurs points de contrôle. Il y a l'opacité, c'est les phares en état général, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que ici, les phares avec le soleil ont tendance à se ternir. Il faut qu'on demande aux clients de nettoyer les phares parfois. Premier contrôle. Deuxième contrôle, c'est l'ampoule, comme vous venez de dire, si ça s'allume ou ça ne s'allume pas. Troisième contrôle, c'est le réglage. C'est la hauteur des phares. C'est-à-dire que quand vous voyagez le soir, vous pouvez avoir quelqu'un qui est en face de vous, ses phares sont trop hauts, vous ne voyez plus rien. C'est-à-dire que ces phares sont trop hauts. C'est-à-dire que, soit ça a été déréglé avec le temps, les vibrations,
Alors nous, ce que nous faisons, nous réglons les phares. Bon, il y a des garages aussi qui s'occupent de ça, de régler les phares. Quand vous avez un problème, vous allez voir un garage, ils vous règlent votre phare. On le constate soi-même, les forces de l'ordre le constatent également, nous font les remontées. Et en plus, les centres de contrôle technique donc dénombrent énormément de contre-visites par rapport à cela. Donc nous avons voulu donner la possibilité aux automobilistes de venir pendant toute cette semaine de manière gratuite faire vérifier et régler les phares. Tout cela pour plus de sécurité sur la route. N'hésitez pas, c'est gratuit. Alors tout de suite avec notre amie Cynthia qui a ses produits qu'on revoit avec plaisir. La dernière fois, elle n'était pas en bonne forme. Ça va mieux? Ça va beaucoup mieux. Bon, tant mieux alors. Un petit nettoyage vite fait, puis après on est reparti. D'accord. Alors aujourd'hui, j'ai parlé de la rose porcelaine, donc j'avais parlé de la plante la dernière fois, enfin bon, il y a un petit moment déjà. Aujourd'hui, je viens vous présenter le produit, la crème de rose porcelaine, donc qui a cette vertu de permettre une protection solaire indice 50, sans pour cela altérer les coraux ou faire du mal aux poissons dans l'eau. Donc la crème de rose porcelaine. Donc c'est pour la plage et la mer. Oui, on peut l'utiliser quand on va à la plage, à la mer ou au quotidien aussi. Tu sais, quand on se maquille, on aime bien mettre un matifiant pour que le maquillage puisse tenir un peu plus longtemps. Oui. Et là, en l'occurrence, on peut juste appliquer la crème de rose porcelaine parce qu'elle est antitranspirante déjà dans un premier temps et elle est aussi matifiante. Donc, de surcroît, quand on va appliquer notre crème de rose porcelaine qui se présente comme ceci, je vais vous faire, je ne sais pas s'il peut zoomer dessus. On voit quand même, oui. Voilà, on va en mettre un tout petit peu, faire des petits points. Alors, je remonte ici, voilà. Donc, c'est 100% rose porcelaine. Hein, donc, c'est vraiment la fleur qui a été transformée en crème de manière à pouvoir l'appliquer sur le visage. D'accord? Donc, on va en mettre un tout petit peu. On va faire des petits points. Donc, on prend juste avec une petite baguette, un petit peu de crème avec le bout du doigt. On va appliquer sur le visage en faisant le T et le petit cercle du contour et mettre partout sur le visage, sur la peau. On va plus appliquer le lait de rose porcelaine à ce moment-là, parce que la crème ne sera pas suffisante. Le lait est beaucoup plus liquide, ce sera plus facile à appliquer. À savoir aussi que la rose porcelaine, elle a cette vertu d'être anti-hypertenseur et de lutter contre le diabète. Donc, quand on va l'appliquer sur la peau, automatiquement, elle va pénétrer par les pores et aller directement dans le sang et donc agir sur justement tous ces facteurs-là. Il n'y a pas de contre-indication avec la crème de rose porcelaine puisque c'est 100% naturel, c'est de l'acide de fleur concrètement et on peut donc aussi l'utiliser sur les enfants. Donc là, je suis actuellement à Milénis jusqu'à samedi avec ces produits-là, justement, le lait de rose porcelaine, la crème de rose porcelaine. J'ai aussi le gel de rose porcelaine, il m'en reste un sur le stand. Donc ceux qui veulent, venez récupérer. Oui. Et donc du coup comme ça, on pourra peut-être protéger un petit peu nos coraux parce qu'ils sont déjà fragilisés avec les bateaux de croisière et le reste. Et le plastique et compagnie. Voilà. Donc si on peut agir de manière écologique en passant des produits sains sur notre peau, ce sera parfait pour nous, pour la nature. Bien. On voit ton visage, on pense bien que tu as bien utilisé. Voilà, il est déjà 13h42. Pendant 18 minutes, on va avec Barbara parler de relations toxiques. Ça fait deuxième, troisième fois qu'on en parle et c'est important. Il y a eu un petit débat là-dessus. C'est ça, exactement. Bonjour Barbara. Bonjour Dani. Tout va bien? Mais ça va mieux. Pareil, hein, tu vois, quand tu parles de nettoyage indispensable, on avait parlé du nettoyage émotionnel, plein d'autres choses encore. Ça va mieux. On regarde la vidéo et on revient vers toi. Voilà, bien, on attend vous appelle, Barbara. Alors, rapidement, un petit peu, une question qui se pose encore. Qu'est-ce qu'une relation toxique? Tout à fait. Écoute, Danick, je suis vraiment contente, même si c'est vrai que le sujet est difficile, de revenir là-dessus, puisque c'est vrai qu'on a fait un débat. On devait déjà la semaine dernière
aussi voilà, pouvoir faire ce direct. Donc c'est vrai qu'entre-temps, j'ai eu beaucoup de sollicitations sur le sujet et ça a été une demande de revenir dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est justement resituer le contexte. Donc j'ai préparé comme d'habitude des petits éléments qu'on va pouvoir afficher pour que les personnes, même éventuellement qui n'ont pas le son, puissent voir. Donc on poursuit. Donc une relation toxique, et ça va être dit avec... Monsieur César, notamment, qui était là, que je salue, et aussi Sylvia Brosse, en fait, ça parle de rapports dysfonctionnels, d'une relation où il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc là, je me suis inspirée du Larousse, comme ça on donne du sens. Donc la relation toxique se définit comme une personne ou une relation dont l'influence est psychologiquement nocive. Voilà, donc c'est-à-dire on sent, que ce soit intérieurement, donc si on parle sur le volet émotionnel, mais aussi intellectuellement, on sent qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, qui ne va pas et qui ne nous convient pas. Et plus on aura en fait cette notion d'amour de soi, de self-love dont j'ai pu parler, et plus l'alerte sera posée, les limites pourront être posées par soi-même. Mais ça, c'est vrai qu'on va parler par la suite de la notion d'emprise, notamment, où c'est encore plus compliqué de pouvoir se dire, ben voilà, je suis dans quelque chose de toxique, puisque dans l'emprise, il y aura ce côté où la personne aura trouvé une manière de nous garder, de nous montrer une image, de nous faire même des compliments qui vont nous faire qu'on sera attaché à cette personne en pensant qu'elle nous veut du bien, même quand elle nous fait du mal. Alors, autre question, comment faire pour justement aider une personne sous emprise? Alors, c'est vrai que ça, malheureusement, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Il y a des personnes qui sont sous emprise et qui elles-mêmes vont peut-être s'en rendre compte, mais il y a d'autres qui ne s'en rendent pas tout de suite compte, ou encore qui n'ont pas la force ni la volonté de sortir. Donc, une personne, par exemple, un membre de la famille, une personne qui est externe, qui va se rendre compte qu'il y a ce fameux rapport dysfonctionnel, peut... Alors, bien entendu, la première démarche, ce sera essayer de parler avec bienveillance et amour à la personne concernée. Ça peut ne pas passer, puisque tout dépend aussi du degré de l'emprise. Et puis, il y a aussi l'ego, dont j'ai dit que j'aurais parlé aujourd'hui, qui va justement, qui peut nous emmener dans quelque chose de toxique envers nous-mêmes. Déjà, avoir une première étape, c'est de parler à la personne avec bienveillance, sans porter de jugement, puisque c'est vrai que quand nous, on voit ça, on va se dire, mais c'est avec un œil extérieur, on va se dire, mais c'est évident, ou pas à comprendre, ou pas à avouer. Ça peut être ça, parce qu'il va aussi avoir les émotions, le côté aussi affect qui va parler pour l'autre personne. Tout dépend du type de relation, que ce soit par exemple maman qui voit sa fille qui a un problème, malheureusement, ça arrive souvent, il faut dire ce qui est chez nous, aux Antilles, ou encore une autre personne, une amie, un proche qui se rend compte que son ami ou que l'interlocuteur est sous emprise. L'important vraiment, c'est le non-jugement et la bienveillance. Parce qu'avec bienveillance, on peut beaucoup mieux faire passer les choses. Donc, c'est la première chose que je dirais. Et ensuite, selon le degré d'emprise où la personne, si elle est dans un déni, puisque ça, malheureusement, c'est bien souvent le cas, il peut y avoir le déni, la honte, la culpabilité, le fait de se refermer sur soi quand on est aussi introverti. Il y a pas mal de choses. La chose qui peut être aussi intéressante, c'est de faire appel aux organismes sociaux dans la localité, enfin, là où on habite, selon la collectivité où on habite. Plus loin, ça peut être aussi alerter les autorités compétentes, ça peut aller jusqu'à la gendarmerie. Tout dépend aussi de la dangerosité que la personne qui est à l'extérieur peut voir. Tu vois? Donc ça peut malheureusement éviter certains drames que nous pouvons connaître. Et au-delà, en fait, c'est vrai que c'est un appel que je lance aussi, puisque j'ai fait quelques recherches, donc peut-être que j'ai loupé des informations, mais s'agissant d'un sujet aussi sérieux, je cherche. Voilà, je cherche, et c'est un appel qui est lancé à une structure qui soit amène, et si elle n'existe pas, on la crée. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées peuvent me contacter, créer une structure pour accompagner justement les personnes qui sont dans une relation toxique en toute confidentialité, puisque ça, c'est important. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse en parler, dédramatiser, se dire, ce n'est pas nécessairement de ma faute, déculpabiliser les personnes et se dire qu'on peut en sortir. Oui, il y a des voies pour en sortir. Mais dans ce genre de sujet, l'unité fait la force. Alors, il y a des gens qui pensent que, ou des personnes, ou des femmes surtout, qui pensent qu'elles attirent les personnes toxiques. Tout à fait. Eh bien, alors ça, on parlera de... Je regarde en même temps mon téléphone puisque j'ai reçu quelques notifications. Je sais qu'il y a des gens qui n'osent pas nécessairement appeler, donc ça, je peux le comprendre. Mais n'hésitez pas on à va appeler. afficher le numéro comme ça. Voilà. Le numéro est affiché, voilà. C'est ça, donc 96 10 10. Mais en tout cas, je reçois aussi des messages. Donc, ça parle de plein de choses quand on attire. Donc ça, et oui, malheureusement, c'est une réalité. Ça parle aussi de schémas répétitifs. Oui.
Voilà, donc ce sont des schémas inconscients qui se répètent. Pourquoi? Parce qu'il y a des expériences que nous avons vécues que notre cerveau va enregistrer. Le cerveau va enregistrer, le corps va enregistrer un mécanisme et va aller chercher des situations même où il va se retrouver confronté à l'échec. Et ça peut sembler complètement surréaliste, mais c'est un mécanisme de protection. D'accord. Parce que j'ai connu une personne qui a subi pendant près d'une année une relation toxique, mais vraiment toxique, et elle ne se rendait pas compte de ça. Et elle avait introduit cette personne dans son entourage familial, etc. Et puis cette dame, à un moment donné, subitement, elle s'est réveillée, si on peut dire, et s'est rendue compte qu'elle était manipulée, etc., au point de croire même qu'on lui a fait boire quelque chose. Oui, alors ça, tu vois, le fait de penser qu'on lui a fait boire quelque chose, eh bien ça, c'est lié à l'emprise. C'est-à-dire qu'il y a différentes façons. Il y a un appel? D'accord, donc on prend tout de suite. Oui, pour ne pas perdre. Oui. On revient tout de suite sur la question juste après. Allez-y. Oui, on vous écoute. C'est bien ça, oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je vous contacte en fait parce qu'on avait envoyé un message pour Chica concernant un mail sur Canal 10 pour la sécurité routière. On a un projet avec les enfants. Alors, du coup, c'est peut-être pas le... alors, si vous appelez maintenant, là, nous sommes sur le sujet des relations toxiques. Donc, c'est peut-être une petite erreur d'aiguillage. Mais là, en fait, nous répondons en direct à toutes les questions qu'on peut se poser sur les relations toxiques. Donc, si ce n'est pas le cas, je vous propose de rappeler un peu plus tard. Parce que là, vous êtes en direct. Oui. D'accord. Très bien. Merci. Alors pour revenir, voilà, on revient sur ce qu'on disait. Donc, quand tu as parlé justement de cette difficulté où la personne s'est sentie se réveiller, oui. Eh bien, ça parle justement de l'emprise. Quand on est sous emprise, eh bien, on n'a pas pleinement conscience. Alors, le fait de ne pas avoir totalement conscience du jeu qui se mène, puisqu'on est totalement, en fait, on va dire, charmé, on est aveuglé, séduit par la personne qui est en face, parce qu'en fait, la personne qui est en face, alors, plusieurs degrés, on a parlé du pervers narcissique, on n'est pas forcément allé très, très, très en détail dessus, faute de temps, mais il y a tout simple la manipulation simple, aussi quand je dis simple, c'est-à-dire que pervers narcissique, c'est vraiment une pathologie, même si le caractère des relations toxiques est en train de s'accroître de plus en plus dans notre société. Mais la personne, au départ, elle va montrer une image beaucoup, voilà, donc le pervers narcissique, c'est la définition, elle va avoir une image très dans l'empathie avec vous. Elle va se montrer sous son meilleur jour. Elle va dire, elle va donner même des compliments pour réconforter la personne dans une situation, la surélever, la surestimer, lui montrer qu'elle, voilà, que c'est tout, enfin, comment dire, qu'elle est même importante et centrale dans son existence. Donc, ce qui va faire que les mots ayant justement une action sur le cerveau, la personne va retenir, va s'attacher, on sera dans l'attachement et après on ira dans de l'emprise, parce que cette personne qui sera en face aura trouvé une façon de dominer. Donc quand on est dans de la domination, de l'emprise, on ne se rend pas nécessairement compte de tout ce qui est en train de se passer. Et progressivement, la personne qui manipule s'organisera, et là on va aller sur le pervers narcissique, va s'organiser pour séparer sa proie, pour séparer la personne qui est sous emprise de tout son entourage pour avoir pleinement le contrôle sur elle. Voilà, donc cet effet de se sentir réveillé, d'avoir un sursaut, eh bien, il y a la conscience aussi. Il y a un moment donné où même si on peut avoir une faible estime ou un faible amour de soi, eh bien, on se réveille pour se dire non, là, ça va trop loin. Parce que mine de rien, notre corps, qui lui n'est pas nécessairement en phase avec notre cerveau et avec nos actions, va nous parler. Donc, c'est soit on ira malheureusement... À la fin, il y a des personnes, c'est un sujet qui est sensible, mais il y a des personnes qui en finissent avec leur vie, malheureusement. Mais il y a aussi des personnes qui crient au secours, qui crient à l'aide à une personne de leur entourage. Donc, moi, ce que je peux inviter à faire, c'est que quand on a ce moment de réalité, de sursaut, même s'il peut durer que quelques secondes, faire appel à une personne de confiance. Si je ne veux pas forcément que ça se sache, puisqu'il peut y avoir la honte, la culpabilité, faire appel à une personne de confiance qui va pouvoir me garder pour me réconforter et puis m'accompagner dans une démarche pour sortir de ce schéma toxique. Et c'est là le rôle du coach? Alors, effectivement, donc on l'avait dit, il y a plusieurs accompagnateurs en fonction du degré d'emprise. Le coach intervient bien sûr pour accompagner la personne à se recentrer sur elle, à pouvoir être dans la conscientisation.
et ensuite à mettre en place des actions dans le cadre d'un processus d'accompagnement pour sortir avec différentes pistes. Et bien sûr, les psychologues, psychothérapeutes, tout dépend aussi parce qu'il peut y avoir, comme ça l'a été dit, certaines fois par rapport aux maux d'enfance, aux blessures d'enfance, une personne sera beaucoup plus réceptive et va beaucoup plus attirer les personnages narcissiques qui vont sentir une gentillesse, plus que de la gentillesse, de l'empathie plus, et au-delà, une personne qui a une faiblesse. Voilà, donc en fait, c'est vrai qu'en fonction de comment la personne se sent, elle peut se faire accompagner par un coach et un psychologue ou un psychologue seul. Enfin, chacun vraiment a son utilité, sachant que le coach, je parlais pour moi en tant que coach, intervient dans le cadre d'un processus. Il y a un appel? Oui. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Oui, bonjour à Khadji, à l'émission extraordinaire, et bonjour à David. Et David, que j'ai peut-être demandé, et je voulais, mes femmes. Oui, voilà. Et j'ai entendu pendant l'émission à l'ancienne dame, peut-être que je vais terminer bientôt, et ça. Et d'après ce sujet dans mon programme, et c'est du coup, quelques moments, à la mission du conseil est très très pauvre. Aujourd'hui, vous tenez désormais, vous pouvez parler par vous, c'est confidence. Vous devez parler dans le monde, mais maintenant que vous parlez dans le monde, vous ne pouvez pas l'écouter en monde. Il ne pas ça. Le pouvoir d'écoute, le pouvoir de parler. Surtout le pouvoir d'écoute. Et c'est pour ça que nous drame dans cette situation que, au cas de parler dans le monde, mais j'ai rencontré du terme, là, parler de la basket, mais on a des conditions comme ça, ça fait mal à la vie. Alors, on a peur de parler, et c'est peur de parler à quelqu'un de confiance, et qui nous met dans cette situation. Et pourquoi cette peur-là? Pourquoi cette peur-là? Même en famille, on n'a pas besoin de franchise, même en famille, en foyer, le secret, c'est quoi le secret? Après, disons, le secret, le change comme camarade qui est tranquille, qui va m'en secret, en prochain, des secrets, parce que c'est bon secret. Alors, c'est la peur de parler et la peur de. On n'a pas déjà pu d'écouter. J'avais encore pensé encore dans les deux cas de diaspora et la collective, c'était mon propre. Et donc, après, il parlait d'ailleurs. Et là, sorti, on a parlé d'ailleurs, on a parlé. Tout le problème, on est résolu. Parce qu'en fait, ça, il a après, il était dans le chemin. Et c'est quand on a peur de parler pour les gens, parce que c'est une affaire qui est en bas, on veut une affaire qui est il y a comme ça. Et voilà ce que le dramatique est. Vous êtes sur le coup, c'est votre femme, à chercher à savoir pourquoi la peur de parler, et avoir quelqu'un pour écouter. Savoir quelqu'un pour écouter, à ce point ça. Tout à fait. À ce point ça. Parce que moi, je parle à ce point ça, mais après, je pense à moi, quand il dit ça, la première appel, alors après, il faut en drame. Et c'est ça le problème que nous n'avons pas de part, c'est que nous, quand on a nous tous criés, nous tous claviers, on va dans nos plaintes, on va dans nos satisfaits, et puis nos pieds, et nous n'avons pas prendre plaisir. Alors, c'est la peur d'écoute. Et qu'est-ce que tu as quelqu'un pour écouter, pour savoir écouter, dans ce qu'on fait. À un bon niveau, il y a de la spiritualité. Moi, on s'est dépendantiste. Mais on ne peut pas parler de la il y a dépendantiste. Parce qu'il n'y a pas de dépendantiste. On comprend. Merci. Quel spirituel? On ne peut pas parler de la il y a spirituel. Parce qu'il n'y a pas de spirituel. Tout à fait. On ne peut pas écouter moi non plus. Alors, moi, j'ai du mal à vivre dans ce pays-là, avec cette situation. Je comprends. Merci vraiment pour l'appel. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, en fait, de ce que j'ai compris, et merci, j'ai pas eu le temps de prendre son nom, mais il devait peut-être vouloir rester en anonyme. Il parlait de la difficulté de pouvoir, la peur de pouvoir parler aux autres. De la peur de pouvoir parler, de se confier, que tous les secrets, enfin, tout soit dévoilé sur la place publique. Donc, il parlait de ça notamment et de l'importance, donc en résumé, d'avoir une personne de confiance à qui parler.
Donc c'est vrai que dans cette situation, j'espère avoir bien résumé, dans cette situation justement de toxicité, c'est vrai qu'on peut carrément se retrouver dans une peur de parler, la peur de parler aux autres et de se dire, de toute façon, je suis normal, je vais m'en sortir tout seul. Sauf que il ne faut pas hésiter donc à faire appel à des professionnels pour justement arriver à en sortir, puisque l'une des phases les plus importantes, c'est la conscientisation. Et on a besoin de la voix d'une autre personne bienveillante, ou encore, si on ne peut pas tout de suite faire appel à un professionnel, question de budget ou autre, voir une assistante sociale, par exemple, dans la ville, parler à une personne de confiance qui nous a montré dans le passé qu'on pouvait lui confier des choses sans que ça se retrouve sous la place publique. Ça, c'est à la portée de tous, bien d'arriver à agir comme ça, de manière à pouvoir se confier. Parce que le piège de la relation toxique, c'est qu'on s'isole. Et quand on est isolé, bien justement, on vit des choses très compliquées, encore plus compliquées, qui sont toxiques pour nous. Donc voilà, j'avais du coup une autre question. Oui, très rapidement. Très rapidement, voilà. Donc j'avais une autre question qui m'a été posée. Comment on fait quand on est dans une... Ça, j'avais retenu, puisque je l'ai posé depuis la semaine dernière. Comment on fait quand on a une relation toxique au travail? Oui. Est-ce que c'est nous qui avons un problème? Est-ce que je me dis... Alors, elle m'avait dit, la personne, je me dis, mais peut-être que je me trompe, je rêve. Donc, si on revient à ce qu'on appelle de toxique, si on se pose déjà la question, c'est qu'il n'y a plus de questions. Il y a une expression qui dit quand il y a du doute, il n'y a plus de doute. Oui. Ça veut dire que si je me pose la question de me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Donc, c'est déjà une première alerte. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de soigner aussi le volet émotionnel, puisque des fois aussi, comme on peut avoir des peurs, on peut avoir l'ego. Par rapport, quand je parle d'ego, c'est qui se construit par rapport aux influences aussi du passé, aux expériences, aux souffrances du passé, qui peut aussi nous faire interpréter une situation. Donc, prendre un peu de temps pour soi, du recul, se ménager, se faire du bien, se faire plaisir, pour se recentrer sur soi au calme et pouvoir réfléchir au calme. Le silence est aussi une piste pour sortir des relations toxiques. Première piste. Deuxième piste, puisque j'ai parlé du fait de pouvoir se confier à une personne bienveillante. Deuxième piste, le silence. Le silence. Oui. C'est-à-dire que quand une personne vient et que ça fait quelque chose chez moi qui ne me convient pas, je ressens des choses intérieurement qui ne me conviennent pas, je me dis, ça m'a blessé, ça m'a fait du mal, je ne réagis pas à chaud, je fais silence. D'accord. De manière à pouvoir prendre de la hauteur et réfléchir à ce qui s'est passé. Ensuite, je vais pouvoir analyser dans les différentes situations que j'ai connues avec cette personne, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon. Sur ce qui n'était pas bon, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. Et bien entendu, faire appel à un professionnel pour réussir à en sortir en fonction du degré d'emprise ou de mal-être. Bien. Le fait de dénoncer, déjà, c'est une façon de désamorcer le manipulateur, parce qu'il déteste qu'on le mette à jour, en fait. Tout à fait. Donc, il ne faut pas hésiter, quand ça ne va pas, à dénoncer, en fait, à en parler. Parce que c'est comme ça que lui, il va commencer à faire marche arrière et se retirer, et ça va aider la personne à se sortir de cette situation toxique. Tout à fait. Dénoncer, à parler, pas nécessairement au manipulateur, parce que lui ne saura pas se remettre en question. Ça, et en plus, ça va le nourrir, puisqu'il va dire, je la tiens, elle réagit. Mais dénoncer à une personne de confiance. Oui, aux gens à qui il va parler de nous en mal. Voilà. Aussi. Alors, je vous dis, vous qui n'osez pas poser les questions au téléphone, si vous voulez joindre Barbara, bien sûr, il y a toujours son portable 54. Voilà. Vous l'appelez et vous prenez rendez-vous. Elle peut tout vous donner toutes les précisions qu'il faut. Et on la retrouve tous les mardis à la même heure, mardi prochain. C'est carnaval, non, déjà? Déjà? Mardi gras. Ah ben déjà, dis donc. Ouais. Ah oui, ça va vite, hein? Alors, on va retrouver Barbara la semaine après, mais elle est toujours disponible le mardi. Oui. Alors, il y a une vidéo qu'on va diffuser. Alors, c'est juste un visuel, voilà, à la fin. Donc, c'est pour dire, parce qu'on est aussi c'est le jour de la Saint-Valentin. Donc, je commence par dire l'amour de soi. Hein, on va se dire ça. Parce que pour aimer les autres, il faut s'aimer soi. J'étais venue avec Sylvia Brosse, donc, qui est coach comportemental. Et nous avons parlé de partenariat à venir. Donc, elle organise son Love Dating. Elle avait déjà fait une première fois. Donc, là, elle relance la dynamique le 25 février. J'ai le plaisir d'être son invitée. Oui. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés, Love Dating, hein, donc vraiment en soirée entre célibataires. Oui. Pour ceux qui veulent du love, faire des rencontres notamment, n'hésitez pas à appeler, hein, donc au 06 90 76 86 29, 76 86 29. Et j'aurais vraiment le plaisir d'être là à ses côtés. Je la remercie de m'avoir invité. On vous a dit qu'on allait aller plus loin sur le sujet. Donc,
voilà, ça présage de bel avenir et d'une belle collaboration entre Sylvia et moi. Donc voilà, pour plus d'infos, contactez-la et je serai le plaisir de vous retrouver aussi là-bas. Et je Voilà. vois le dress code casual ici. Bon, voilà, on termine rapidement en carnaval, puisque Maurice essaie d'aller à Vieux-Fort, voir les masques Vieux-Fort. On n'en parle pas suffisamment. Regardez ce petit reportage. Voilà, avec nous, Nathalie, la présidente de cette association des masques de Vieux-Fort. Alors, quelle est l'histoire de ces masques ici à Vieux-Fort, Nathalie? Eh bien, les masques de Vieux-Fort sont les plus anciens masques de Guadeloupe et que nous sommes là aujourd'hui à l'embarcadère de Trois-Rivières pour une belle prestation pour ceux qui vont au CEP puissent voir notre tenue traditionnelle. Il faut savoir que ces plus anciens masques de Guadeloupe datent depuis les années 1848, quasiment après l'abolition de l'esclavage, lorsque la population s'est appropriée les fêtes qui existaient de leurs maîtres. Et bien voilà, ça a donné les masques de Vieux-Fort et on est encore là aujourd'hui. Voilà, alors évidemment, le carnaval a démarré avec évidemment beaucoup de prestations dans les jours à venir, je suppose. Eh bien oui, hier nous étions au Moule, aujourd'hui à Trois-Rivières. Samedi gras, nous sommes à Pointe-à-Pitre le matin. Dimanche gras, nous sommes à Vieux-Fort où le masque est né. Et lundi gras, nous sommes à Basse-Terre, mais nous partons de Vieux-Fort traditionnellement en canot, comme à l'époque. Et mardi gras, la grande giga parade, nous serons là pour ouvrir le mardi gras. Voilà. Alors ces costumes, ces chapeaux, ils sont fabriqués au sein de votre atelier? Eh bien oui, rappelons-nous, ces masques-là sont là depuis 1848. Il n'y avait pas de magasin d'instruments. Donc tous les instruments, les costumes, les coiffes, les toques sont fabriqués par nous-mêmes dans nos ateliers. Nous avons des ateliers le mercredi et le vendredi en période de carnaval. Merci, bon carnaval en Guadeloupe, merci. Merci. Voilà, mais c'est terminé pour aujourd'hui. Je rappelle qu'en début du 7e, on a reçu Dibombari Mbok parce qu'il fait une conférence, un séminaire à partir depuis aujourd'hui et ça continue jusqu'au 18. Ensuite, on a reçu Laura Duclos et Aline Cyril qui sont membres de Combat Ouvrier et du journal Rebelle. Cynthia Lefort nous a présenté son dernier produit, la crème de rose la rose Cayenne, c'est bien porcelaine. Ça porcelaine, voilà, pas Cayenne, porcelaine, Ikakassi. Et avec Barbara, on est revenu sur la question des relations toxiques et c'est pas fini parce qu'on aura souvent l'occasion d'y revenir. L'actualité, c'était cette manifestation organisée par le président du conseil régional autour du tourisme. Les chiffres du tourisme sont positifs, 8000 créations d'emplois attendues aujourd'hui. Les choses commencent à reprendre corps après 2 ans de pandémie et de confinement et de déconfinement. On a vu aussi Firmin Richard qui était de passage après le dernier, le procès de son fils qui a été coupé de 19 ans de prison. Mais Firmin a dit qu'elle est venue en Guadeloupe justement se rebooster. C'est une façon de retrouver son pays, de retrouver le goût de repartir, puisqu'il arrivait hier soir avec la partie des mains. Et puis, on a parlé aussi de la semaine gratuite pour le contrôle des phares. C'est très important. Si vous devez rouler le soir, il faut avoir des phares qui vous permettent de voir et d'être vus. Et puis, Barbara, un dernier mot, c'est que il y aura ce Love Dating le 25. C'est ça, exactement, le Love Dating. Après la Saint-Valentin, le Love Dating du 25, ça tombe parfaitement bien. Il faudra bien sûr réserver sur All Mall, puisque les places sont limitées. Et il n'y aura pas de vente sur place. Et ça se passe où? Alors, du coup, pour que je puisse bien dire les choses, c'est oui, voilà, c'est ça. Mais je cherchais le nom pour bien le dire. Le 1973. Voilà, c'est ça.
connaissez cette rue, c'est un restaurant qui se trouvait là. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui la réalisation. Oui, ah oui, un dernier mot, j'allais oublier. Demain, nous recevons l'écrivain Roger Valli-Plaisant, qu'on connaît bien, écrivain depuis longtemps et qui a produit un livre de contes. Il sera notre invité demain dès 12h45, si je ne me trompe pas. Donc, soyez à l'écoute et puis restez avec nous. Le mercredi, c'est un jour culturel, vous le savez. Et on aura aussi notre première chronique de livres audio. Le rendez-vous, c'est demain à partir de 12h30. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation, je disais, c'était Yann avec son assistance Njoana. Et nous, on vous dit merci. Bonne Saint-Valentin pour tous les Valentines. Moi, c'est Danantin. Et les Valentin. Danantin. Ah, c'est Danantin, bon. Danantin. Bon, en tout cas, merci. Et demain, on se retrouve à la même heure pour une nouvelle émission. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.